Bonjour à tous, bienvenue dans ce 40e épisode d'Hors-Piste avec Émilie Brigand. Je suis ravi de t'accueillir, Émilie. Salut Thomas, salut à tous. Je savais pas que c'était le 40e. Et si, pourquoi ça te parle, le 40? Ouais, bah ouais, je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Voilà. Les synchronisations, les Mmh. synchronicités. Bienvenue à toi dans Hors-Piste et je suis ravi de t'accueillir enfin parce on s'est un peu couru l'un après l'autre pendant quelques mois avec ces mouvements de la vie qui font que Hors-Piste n'est plus sur Radio Médecine Douce, mais une radio que tu connais d'ailleurs. Ouais. Et sur un autre format aujourd'hui. Et je suis ravi de t'accueillir, même si la forme change, le fond est là, et de vous proposer d'écouter ces audacieux et ces 2 audacieuses qui ont osé faire autrement, ou qui ont osé écouter cette petite voix qui dit: «C'est par là que ça marche, c'est par là que ça va, c'est par là que ça m'appelle, même si je suis complètement flippé, même si je comprends rien à ce qui m'arrive, et ben je suis ce fil, cette piste qui est hors piste». Et donc voilà, j'ai le plaisir de passer ce moment avec vous et avec Émilie, pour ce 40e épisode. Bienvenue encore. Bienvenue, bienvenue à tous. Émilie, par quoi on commence? Parce que quand je quelle piste on prend justement ensemble? Parce que quand je te Il y en a tellement. C'est ça, il y en a tellement. Quand je perçois ce que tu postes ou quand j'écoute ce que tu dis, que je lis, ton bébé de papier comme je les appelle, Mmh. quelle richesse, quelle richesse. Quelle piste on prend ensemble, cet après-midi? Mmh. Ça, c'est marrant, tu vois, quand tu as dit le mot hors piste, pourtant je connais le nom de l'émission, du podcast, on va dire. Je me suis dit: «Mais moi, je suis pas du tout du genre à ski à prendre les hors pistes, quoi». Je suis flippée des hors pistes. Alors je sais pas si on peut commencer comme ça. Mais Ouais, je suis pas j'aimerais très casse-cou, dans tu vois, dans la vie réelle, quoi. Je suis un peu mmh, flippée. Donc, à ski, je reste bien sur les pistes, balisées, je vais pas aller me baigner dans une mer, qui n'est pas autorisée. Je suis un peu flippée quand même du danger. OK. Et Sur un pourquoi? d'un point de vue, comment dire? D'un point de vue matériel, en tout cas. Ouais. D'un point de vue, intellectuel ou psychologique, moins. Mais physiquement, ouais. Bah, parce que j'ai quand même perdu pas mal d'êtres chers, dans des accidents bêtes et ouais, ça recadre un peu, quoi. Donc ouais, je j'aime pas trop prendre de risques physiques. Mmh. Ouais, quand Voilà. tu dis ça recadre, en fait, il y a ton geste qui fait ça recadre Ouais. un peu, c'est que justement, il y a ce moi, ce qui ça m'inspire là tout de suite, c'est que finalement, peut-être le hors-piste, de revenir sur cette piste, qui est celle qui est droite et alignée avec nous-mêmes, Avec moi, ouais. ouais, ça demande de se recadrer. Ça, c'est assez paradoxal finalement. Mmh. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver ses propres hors-pistes, tu vois? Mmh. C'est pas, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est pas d'aller, explorer ce qui m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer ce qui m'intéresse et qui n'est peut-être pas, toujours dans la norme ou, qui n'intéresse pas toujours tout le monde ou qui peut étonner. Mais, tu vois, là, quand j'y repense, quand j'étais petite, par exemple, j'étais plutôt une enfant très sage, hem et j'aurais jamais imaginé avoir une vie d'adulte, aussi hors piste, justement. Mmh. Et même ça a été assez difficile pour moi de m'autoriser le hors-piste, dans un premier temps. Donc voilà, j'étais bonne élève, j'étais sage, mon père m'appelait Sainte Marie-Émilie quand même, hein, faut Ouais, tu pars de là. imaginer. Ouais, 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 je pars de là, c'est-à-dire d'une étiquette, je m'appelle Brigand, donc Mmh. un nom de bandit, mais mon père m'appelait, Sainte Marie-Émilie parce qu'à 11 ans, j'ai décidé de me baptiser toute seule et de faire ma communion. Mmh. Ce qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, dans le sens où je suis pas du tout croyante, en fait. Enfin, je crois en certaines choses, mais je suis pas catholique, on va dire. Même si je suis baptisée et communiée et ce par ma propre volonté. Mais Mmh. déjà peut-être à l'époque, c'était, un choix hors piste, c'est-à-dire que c'était pas tout tracé. Mon père qui était profondément athée, a eu une un petit, un petit coup de stress quand même quand je lui ai dit: «Papa, je veux me faire baptiser»
Alors pour certains, c'était, le droit chemin, pour d'autres, ça l'était pas. C'est ça aussi le hors-piste. Mmh. Mais, j'étais quand Comment même très sage, très pieuse, hem et après ça a bien changé. ouais, comment justement tu t'es autorisée? Tu parlais de: «Je me suis autorisée à» enfin, ça a été complexe pour toi de t'autoriser à sortir de la piste. Comment tu as fait ça? C'était long, très long. Hem, je pense que déjà à l'adolescence, je suis tombée amoureuse de mecs, plutôt, hors piste justement, Ouais, où j'avais toujours des amis, IE ou I, très, avec un S aussi, très, très space, très différents les uns des autres. J'étais quand même très attirée par, la richesse des gens, par les gens un peu bizarres ou qui avaient des histoires un peu farfelues, peut-être parce que je me sentais pas comme ça mmh, ou peut-être parce que je me sentais comme ça, mais que je me l'autorisais pas. Parce que mine de rien, enfin dans ma famille, il y avait du lourd, hein. J'étais la plus sage, parce qu'on n'était pas très nombreux et que j'avais pas trop le choix. J'étais sage parce que ma mère était plutôt sévère et que je voulais pas déranger, je voulais être aimée, et mon père était plutôt, absent et fragile, donc je m'occupais de lui. Donc voilà, j'étais dans la position de la petite fille sage et responsable. mmh. Sauf que, ouais, après j'ai eu le retour de bâton de ça et j'en suis pas, déçue, hein, mais ça a été dur, ça a été violent de sortir de ce comment dire? De ce rôle dans lequel on m'a mise. Mmh. Et dans lequel j'ai accepté d'être mise parce que j'avais un caractère qui pouvait s'adapter. Donc je me suis adaptée. Sauf que j'étais aussi hypersensible et que c'est ce qui à la fois était terrible pour moi et en même temps m'a sauvée, c'est que je prenais tout très, très fort, je voyais tout très, très fort, j'entendais tout très, très fort, j'emmagasinais beaucoup et à un moment donné, quand c'est sorti, ça a été très violent. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse à la fin de l'adolescence. Sur la mort, sur l'existence, et c'était une façon de faire sortir tout ce Mmh. qui m'avait, terriblement angoissée et que je contrôlais depuis toute petite. Mmh. On est en pleine psychanalyse là. Ah mais oui, carrément et en même temps, c'est nos terreaux. C'est nos terreaux de justement comment chacun gère cette autorisation. Puisqu'on est Mmh. sur ce sujet-là de s'autoriser à être qui nous sommes et c'est Bah, exactement sur le moment, j'ai pas géré, c'est-à-dire que ça s'est géré tout seul, c'est sorti tout seul, ça a dégueulé quoi. il y avait tellement Heu besoin. et il a fallu pendant 10 ans, disons entre 20 et 30 ans que j'affronte tout ça. Tout en perdant mon père, tout en perdant, le père de mon fils que j'ai eu très jeune, un Mmh. hors-piste aussi, cet enfant, Mmh. que je ne regrette absolument pas évidemment, mais c'était un hors-piste. Il est arrivé, j'avais 21 ans, donc il était plutôt, là par hasard et j'ai adoré avoir un enfant jeune, mais ça a été quand même le début de, j'affirme que je fais ce que je veux, quoi. Mmh. Donc Et que je finalement me débrouille toute seule et que j'arrive à élever mon fils et que je vous emmerde. Mais bon, tout ça un peu dans la violence quand même de temps en temps. Pas dans ma relation avec mon fils qui est une super relation depuis 18 ans, puisqu'il vient d'avoir 18 ans. Mais, mais ça a été moi j'ai vécu beaucoup de mes affirmations, tu vois, comme des arrachements au rôle qu'on m'avait donné, quoi. Et c'était difficile parce que je m'étais vraiment identifiée à cet enfant sage. Donc, ça a été par plein d'actes, en posant plein d'actes, plein de paroles, pas toujours, à droite. Je me suis arrachée à ça. Mais, après je dirais que j'ai commencé à trouver une place plus sereine à partir de 30-31 ans. Mais j'ai passé 10 ans assez 10 années assez dures. Je mmh préfère être maintenant qu'entre 20 et 30 ans, honnêtement. et merci parce que ça peut aussi inspirer ceux et celles qui nous écoutent sur cet endroit du deuil, de la bascule qui fait que comment je m'autorise à justement à aller vers, ce côté naturel ou ce côté, pai pas paisible, mais en paix, apaisé, je veux dire, de Aujourd'hui, je me sens beaucoup d'être plus nous sommes. paisible, Mmh. vraiment.
Mmh. Je dirais pas que j'ai trouvé la paix, hein, Ouais. loin de là. Mais beaucoup, quand je me regarde, il y a 15 ans, quand je regarde 15 ans en arrière, Mmh. je j'aurais jamais imaginé, me sentir comme je me sens aujourd'hui. Jamais. Ce qui est beau, c'est qu'on commence, tout à l'heure où tu me dis: «Bah, en fait, je vois pas où sont mes hors-pistes» et en fait, depuis tout à l'heure, quand même, tu ouvres plein de boîtes où tu es quand même hors, hors champ, classique, j'ai envie de dire. Oui, oui, alors ça s'est vraiment affirmé, tu vois? Ouais, à partir de 30 ans. Avant, j'avais vraiment envie d'être quelqu'un de très normal et tout le monde me regardait et me disait: Ouais. «Quand même un peu bizarre comme». C'est un peu bizarre quand tu es normal, finalement. Ouais. Et maintenant j'aime bien, je vois ça comme une qualité d'être, pas c'est pas une question de normalité en fait, c'est en réalité, c'est pas le bon mot, ni original. Moi, je me sens un peu fantaisiste, tu vois? C'est un mot que j'aime bien, la fantaisie. Je pense que je suis, maintenant plutôt stable, j'ai une vie plutôt organisée, hem, voilà, je suis quelqu'un qui remet pas trop les choses au lendemain, j'ai quand même, un cadre assez bien défini. J'ai gardé ça de l'enfance, mais alors à l'intérieur, c'est, La fantaisie. ça ça pétille dans tous les sens et j'aime bien dans ce cadre avoir beaucoup de liberté, quoi Mmh. et de fantaisie. Ce mot dans la fantaisie, pour moi, il y a l'imagination, il y a le rire, il y a, le truc un peu tordu, le truc, quand je dis un peu tordu, c'est justement qui part en hors piste, tu vois? Mmh. Qui fait pas ça, qui fait ouais, j'adore ce mot fantaisie. Mmh. Merci pour ça. Merci, à ce mot-là et et c'est moi, ce qui ça m'inspire, ce qui m'intéresse là dans ce que tu dis, c'est que du coup, là où il y a eu ce cadre d'enfance, bah, finalement enfin cette gentille, sainte Émilie, Sainte finalement Marie, Émilie. Sainte Marie-Émilie, J'étais très pardon. forte puisqu'en plus ma sœur s'appelait Marie, donc OK. j'englobais tout le monde, tu vois? Et cette dimension-là, finalement, elle est, dans ta vie d'aujourd'hui, mais à un autre endroit et ça m'inspire cet endroit de transmutation, de transformation qui fait qu'on a dans nos terreaux de base, déjà les pépites de demain. Comment tu Mmh. vis ça toi? Ben, Est-ce que bah, ça te je parle? trouve ça ouais, ouais, ça me parle, je trouve ça tout à fait juste ce que tu dis, c'est-à-dire que les choses que j'ai voulu, envoyer balader, comme justement une certaine rigueur, entre 20 et 30 ans, je me disais que tout ça, c'était de la merde, quoi et en réalité, aujourd'hui, ça me sert. Ça me sert d'être rigoureuse parce que j'ai 6 boulots en même temps, que je passe d'un truc à l'autre et que si j'arrive pas à me concentrer, c'est pas possible. Donc je suis rigoureuse, je suis concentrée, j'ai un cadre, j'arrive à me lever le matin, mes enfants arrivent à l'heure à l'école, à peu près. Je dirais, enfin voilà, ils ont à manger dans leurs assiettes, ils sont couchés à peu près tôt. Oui, j'ai un cadre de vie, quoi mais autour de ça, il y a beaucoup, enfin, ça, c'est un truc que oui, que j'ai voulu tester d'envoyer balader tout ça et en fait, non, ça me sert, ce cadre, cette structure. Mais maintenant, je m'autorise à broder autour, à mettre des paillettes dessus, à parfois pas être dedans pour y revenir. Donc je suis disons que je me sens un hors piste qui a besoin quand même de savoir qu'il y a la piste principale à côté, tu vois? Un hors piste qui brode autour de la piste principale. Ouais et en fait cette piste principale pour moi, ce sont les skis, tu vois? C'est cette stabilité. Je parle beaucoup de stabilité dans l'instabilité, cet archétype du surfeur que j'appelle souvent quand c'est bien le bordel, quand ça bouge dans tous les sens et de vraiment m'asseoir sur cette stabilité, et donc là, si on continue l'image, c'est effectivement cette piste, classique, claire, où on a un point de repère. C'est quoi tes Sur quoi tu t'appuies toi? Comment ça s'appelle tes points de repère, quand ça bouge fort, quand le bateau Mmh. tangue, sur lesquels tu peux vraiment, sentir que là, ça
tu peux t'appuyer dessus, c'est stable. Mes amis. Mmh. J'ai un Mmh. rapport très fusionnel avec mes amis. Je sais pas si c'est le mot fusionnel, mais très fort. Mmh. Hem, Comme j'avais pas une très grande famille, j'ai une demi-sœur, c'est tout. J'ai pas beaucoup de cousins, beaucoup de cousines. J'ai créé, réellement une famille d'amitié quoi, de cœur et mes amis ont vraiment toujours été là quand ça n'allait pas et j'ai vraiment très rarement été déçue. Donc mes points de repère, c'est mes amis. Hem, J'avais envie de dire mes enfants en premier lieu, mais en réalité, j'ai pas envie que tout repose sur eux, tu vois? Bien sûr que c'est les amours de ma vie et que leur amour me tient et que l'amour que je leur porte me tient, mais ils sont voués à grandir, à partir et bien sûr qu'il y aura toujours de l'amour entre nous, mais oui, c'est des repères très importants, mais c'est voilà, je sais qu'ils vont partir et j'essaye de travailler à leur quand même leur laisser de libert pas mal de liberté et à pas trop me reposer sur eux, tu vois? Mmh. Donc voilà, je les ai nommés, mais pour moi, c'est pas sur eux que je vais m'appuyer, tu vois, quand je vais pas bien. Bien sûr, je vais respirer le coup de ma fille et et je vais trouver dans cette odeur familière et animale, quelque chose d'extrêmement puissant et réconfortant et ancrant. Mmh. Mais voilà, je m'appuie beaucoup sur mes amis et puis je m'appuie sur, une confiance en moi que j'ai gagnée, difficilement et qui est encore à gagner, qui est chaque jour à continuer de gagner, mais que je sens maintenant. Mais ça a été très dur, hein, donc c'est cette confiance et puis la joie aussi. Mmh. Je La joie, l'humour, c'est des points de repère très importants pour moi et c'est à ça que je me raccroche souvent quand ça va pas. C'est-à-dire tout d'un coup prendre de la distance et essayer de justement transformer les choses, de voir les biais comment on peut les voir différemment avec un pas de recul ou avec humour parce que ça relativise tout en fait, l'humour, le rire, la joie et ça recharge les batteries. Donc chez moi, ouais, il y a l'amitié, la confiance en moi, la joie, le rire partagé, mmh, je dirais ça. Mmh. Merci, ça me enfin, voilà, je suis touché. Hem et je repense à, comment tu m'as touché dans tes posts, tes derniers posts, il y a quelques mois. Mmh. Tu as traversé comment on appelle ça? Une épreuve? Une, Une maladie, une je le maladie. dis comme ça. Une maladie, hem et justement cet humour, ce décalage, ce recul et en même temps cette, gravité dans le sens pas gras mais, profondeur et tu parlais d'ancrage et de sauvage dans le cou de ta fille, voilà cette Mmh. empreinte, animale et voilà j'ai si tu as envie de mettre quelques mots sur ça, sur cette traversée. Ouais, ça peut être long d'en parler parce que et puis j'ai pas encore fini le chemin avec, cette maladie puisque on un cancer du sein, ça dure longtemps, même quand on nous dit qu'on est guéri, en fait, on n'est qu'en rémission pendant 5 ans, voire 10 ans, on ne sait pas trop. Mmh. Donc, j'ai fini les traitements, disons, les traitements lourds. J'ai vécu cette maladie avec, à la fois beaucoup de difficultés physiques, Mmh. heu et en même temps, je sais pas, comme une belle épreuve en fait. Bah, ça c'est en même temps, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait vraiment genre la fille, elle a aimé avoir un cancer. Non, pas du tout, j'ai pas aimé, mais de toute façon, j'ai pas eu le choix, il était là, donc il a bien fallu que je l'accepte. Je pense que c'était une belle épreuve dans le sens où elle a confirmé beaucoup de choses. Elle a confirmé l'amitié justement, elle a confirmé la confiance, elle a confirmé, hem, le lien avec mes enfants, elle a confirmé ma joie, mon envie de vivre, donc elle a confirmé plein de choses.
elle a aussi confirmé mes faiblesses. Hem, Elle m'a bien remis devant les yeux à quel point j'avais un rythme trop soutenu, trop fatigant. J'ai du mal à me poser. Hem, Quand je dis à me poser, c'est pas dans ma tête. J'ai plein de moments de repos dans ma tête, mais c'est plus, ouais, j'aime tellement, la vie et j'aime tellement de choses que je multiplie beaucoup d'activités, y compris avec mes enfants et que j'ai peu de vrais moments de repos physique et j'adore ça, en fait. Moi, avant, je disais toujours, comme mon grand-père, «Je me reposerai quand je serai morte». Je Bon, l'ai entendu aussi celle-là. voilà, il se trouve qu'on m'a bien dit: «Bon, bah, si tu continues de pas te reposer, tu vas Tu mourir». seras mort, ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu compris ce message-là Mmh. et quand je dis: «J'ai un peu compris», c'est que c'est pas si facile que ça pour moi parce qu'à peine bon, déjà, je me suis pas vraiment arrêtée de travailler pendant tous les traitements et quand je dis ça, tout le monde me dit: «Tu as pas dû avoir de chimio». Non, non, j'ai eu, le traitement lourd, mais et j'ai eu 4 opérations et bientôt une cinquième. Mais c'est ce qui m'a aussi sauvée, c'est de garder un pied dans autre chose que la maladie, un pied, une main, un bout de cerveau, un bout du cœur, c'est d'être, pas qu'une malade, quoi. C'est ce que Mmh. je voulais pas m'identifier à ça. Donc j'ai continué, à faire plein de choses et plein de choses que j'aime, ce qui n'était pas très reposant. Et puis aussi parce que financièrement, j'avais pas le choix. Je suis, indépendante et je pouvais pas être en enfin, je pouvais être en arrêt maladie, mais j'avais pas de sous, quoi. Donc fallait bien, continuer à à manger, faire manger tout ce petit monde-là. Et à la fois, il y a des médecins qui m'ont dit: «Ouais, c'est pas sérieux d'avoir fait ça» et cetera. En même temps, j'avais pas le choix et en même temps, je pense que ça m'a permis de garder le moral. Hem, c'est plus maintenant qu'il faut que j'apprenne à ralentir parce qu'en fait, depuis que je suis sortie des soins, des gros soins, je retravaille plus et j'ai beau me dire: «Non, mais tu as bien compris la leçon, tu te souviens de la leçon? Mmh. On te l'a dit en gros». Et ben, ouais, mais comme justement j'ai réalisé que la mort était pas loin et que ça pouvait arriver n'importe quand, et ben, j'ai encore plus envie d'en profiter et donc j'arrive encore moins à me calmer. Donc ça, c'est un truc sur lequel je continue de travailler. C'est le paradoxe du moment, en fait. Bah, ouais, ouais. Bah, si j'étais, une grande sage, ça se saurait et puis j'aurais Si peut-être plus rien à faire sur cette terre donc si on n'était pas plein de paradoxes, on serait pas là pour les vivre, bah, ouais. justement dans ce dans ce plan de dualité où il y a tellement envie de vivre que du coup, on a envie d'y aller à fond. Enfin, je reprends ce que tu dis et ça me parle tellement et en même temps, c'est si je vais trop à fond, beh, je vais pas pouvoir y aller jusqu'au bout. Mmh. C'est ça. Tellement juste. Envie de parler de ton bébé de papier, je les appelle comme ça. C'est ton premier. Oui. Comment ça a été ça, ça a été un hors-piste pour toi de d'écrire un bouquin? Oh, bah, grave. Bien dans Alors ma ça a été voix, un hors-piste, First édition. oui, dans le sens où c'était pas prévu D'accord. dans ma vie, mais par contre, c'était un vrai désir depuis toute petite. J'étais très littéraire, j'avais envie d'écrire, enfin, j'étais littéraire et matheuse, mais j'ai choisi la voie littéraire. Tiens, c'était un hors-piste d'ailleurs parce que j'étais dans un très bon lycée et puis on m'avait dit, enfin, j'étais vouée à faire des maths et puis moi j'ai dit: «J'en ai rien à foutre des maths». «Oui, mais tu es bonne en maths». «Ouais, mais j'en ai rien à foutre des maths». C'est pas parce qu'on est bon quelque part qu'on doit forcément prendre ça, comme Voilà, donc j'ai plutôt choisi la voie littéraire alors que j'aurais pu faire S, mais bon, voilà. J'aimais bien lire et et ça me plaisait comme ça. Heu et je disais j'adorerais un jour écrire un livre et puis voilà, ça s'est fait, d'une manière plutôt facile. C'est venu à moi. mmh mh. Je vais pas te raconter toutes les étapes parce que ça pourrait prendre, des heures, mais c'est venu à moi. Et c'est venu comme un aboutissement d'un travail que j'ai fait sur la voix et d'un travail sur moi et avec les autres. Et finalement, j'ai eu 2 éditeurs qui se sont battus comme ça pour m'avoir, c'était rigolo. Qu'est-ce que Alors que ça fait j'étais rien ça? ni personne, tu sais? Qu'est-ce que ça Heu, fait ça? bon, voilà, donc c'est ouais, c'est un hors piste.
Après, c'est le fruit de beaucoup de travail. Mmh. J'ai mis presque 2 ans à l'écrire et aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que je pense que je le simplifierais si je devais le réécrire. Mais bon, c'est comme ça, peut-être que j'en ferai une version, plus simple. En même temps, il est riche, il est ce que j'étais moi à ce moment-là quand je l'ai écrit, c'est-à-dire, une envie débordante d'écrire tout ce que j'avais découvert, de le partager. Donc, j'y ai un peu tout mis, ça a été structuré et cetera. Mais il y a une partie, autobiographique, il y a une partie théorique sur la voix et mes recherches ont fait que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, en plus de ce que je savais. Donc j'avais trop envie de partager tout ça. Ouais, il est très, très riche. Et il y a, ouais, 50 à 60 exercices, je ne sais plus exactement combien dedans. Des exercices que je pratique depuis plus de 10 ans en théâtre, à la radio, voilà, et que je pratique avec des particuliers en entreprise et cetera. Et je pense que j'ai trop mis, c'était pas très, comment dire? Stratégique de ma part, parce que je pense que si vous achetez mon livre, vous pouvez donner des cours à ma place, il y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est il est ce qu'il est et je suis contente qu'il accompagne plein de gens. Je suis contente qu'il soit dans les écoles d'audiovisuel, pas mal distribué. Je suis contente qu'une orthophoniste m'ait demandé si j'étais orthophoniste parce qu'elle avait jamais vu un livre sur la voix aussi précis et tout. Donc ça, c'est ma petite fierté. Non, je ne suis pas orthophoniste, mais j'ai fait des recherches et voilà, maintenant je suis sur d'autres projets d'écriture, mais celui-là, c'est mon premier bébé et Mmh. je je pense qu'il est dense et qu'il m'a appris aussi, des choses pour le prochain, que je referai peut-être plus exactement pareil. En tout cas, merci. La fille qui vend hyper bien son livre, tu sais? Ouais, c'est ici et maintenant justement. Ça me parle tellement de cette, bah, pour Ciao Bazar, mon premier bouquin, c'est pareil, j'avais envie tellement de raconter des choses et je l'ai réécrit, réécrit, réécrit et que mon éditeur m'a dit: «Non, non, mais il y a pas besoin de On s'arrête réécriture, là. c'est Ouais. bon, on peut aller en impression». Tellement ça a été une envie de faire ça bien et ça se sent et c'est vraiment très agréable et je te l'ai écrit en off, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai appris plein de choses, voilà, ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Alors la petite anecdote, c'est quand même il y a, avant que j'ai ton bouquin dans les mains, je cherchais un coach vocal, voilà. Après, bon, je ne vais pas non plus la faire en long, en large et en travers, mais j'ai rencontré un tambour, ce qui fait que ce tambour m'a mis à chanter naturellement. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe depuis le mois de mai, mais il se passe quelque chose avec mon tambour. Et ce bouquin-là, merci vraiment parce qu'il continue à m'accompagner, là où je voulais aller, donc je te remercie déjà pour moi, je te remercie. C'est cool, de rien. Et je sais pas si tu as entendu ma question tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait, 2 éditeurs qui se chamaillent pour avoir ton bouquin? Moi, ça fait bizarre, honnêtement, ça s'est passé très, très vite et je t'avoue que je comprenais même pas ce qui se passait, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dit: «Écoutez, c'était les grandes vacances, je vais réfléchir en fait, genre, limite vous m'emmerdez là, faut que je réfl» parce qu'ils se chamaillaient d'un point de vue financier, enfin il y a eu un et moi j'en avais rien à faire. C'est pas que je voulais pas d'argent, mais c'est que surtout la question qui se posait, c'était: «Est-ce que je suis capable?» Et puis je me suis tournée vers l'éditeur avec lequel je me sentais le plus en confiance. Mmh. Je me suis pas forcément laissée avoir par les propositions financières. Je me suis dit: «Ça, je mets complètement de côté. Ce bouquin, je veux du temps pour l'écrire». Il y avait un des 2 éditeurs qui m'en donnait moins, qui me stressait plus et je me suis dit: «Je vais vers là où je me sens, pour le coup, là, le plus tranquille» Ouais. et je pense que j'ai fait le bon choix. Mmh. Parce que Merci j'ai parce que mis effectivement pas mal de temps à l'écrire et que ça aurait été un énorme stress avec l'autre éditeur qui était un éditeur, plutôt très connu. Mais j'ai essayé de ne pas me laisser avoir par, justement le côté, notoriété, le côté financier. Je me suis dit: «Je privilégie» pour le coup, là, j'ai privilégié l'affect aussi. c'est bon ça, c'est bon d'entendre ça. Merci du coup justement de s'autoriser de la douceur, quelque chose qui est juste pour soi et que ça peut être aussi une sortie de piste, alors que celle qui était peut-être toute tracée, c'était, Mmh.
Ah ouais, tapis là, j'ai pas fait rouge, le choix tout tracé. le gros chèque, et cetera. Mais finalement, de trouver cette piste juste pour soi c'est peut-être pas celle qui est la plus grande, la plus grosse et la plus visible, justement. Parfois, ça l'est aussi, mais tu vois, Ouais. j'ai eu besoin, à un moment donné, de reculer et de leur dire: «Je peux pas prendre de décision». Et ça m'a fait peur de leur dire ça parce que je me suis dit: «Ils vont peut-être, se dire: "Ah, elle nous casse les couilles celle-là, déjà qu'elle a la chance, on lui donne la chance d'écrire un livre, elle va pas en plus, faire, sa princesse». Mais c'était pas une question de faire ma princesse, c'était une question de Mmh. prendre le temps de savoir ce qui était le plus important pour moi. Mmh. Parce que ça me stressait d'écrire un livre, c'était mon rêve, mais justement, ça me stressait, j'avais envie de le faire bien, j'avais envie de prendre mon temps et et tout ça m'avait un peu prise de court, quoi. Mmh mh. Mini, c'est quoi ton hors-piste du jour ou du moment? Ah, c'est ce sapin, regarde, tu le vois? Ouais, On vient de le faire avec ma fille. C'est la première année qu'on prend pas un vrai sapin yes! et j'ai réussi à la convaincre. Elle est grande maintenant, elle a 9 ans, elle peut comprendre, un peu des principes écologiques. Mmh. Donc on a été, dans un magasin demander des branches. Alors en fait, ça c'est, 2 branches seulement qu'on a coupées, associées ensemble et cetera et puis on a créé notre, sapin. Alors elle m'a dit: «Oui, mais quand même maman, ça veut dire qu'on a pris un vrai sapin à la base». Je lui dis: «Oui, mais si tout le monde prenait que 2 branches à un sapin, on en utiliserait peut-être, 10 ou 15 fois moins et donc on en couperait 10 ou 15 fois moins». Donc on est rentré dans un processus, écologique que j'espère on va tenir dans les années futures. Magnifique. Sur le moment quand même, elle m'a dit: «C'est pas drôle, toutes mes copines elles ont un sapin et cetera». Mais là, elle était contente. Alors il manque encore, tu vois, de lui mettre un peu de lumière, mais on a fait notre propre sapin et Génial. au-dessus du radiateur comme ça, il y a Pour un côté sentir la chaud. la la bonne odeur du Ouais. sapin. Ouais. Et et finalement, elle était quand même contente. C'est ça mon hors-piste du jour. Mmh. Enfin, je suis une piste, mais c'est une piste écolo. Ouais. Merci pour ça. Bah, l'anecdote, c'est que ça fait, oui, 5 ans que je boycotte les achats de sapins de Noël et cette année, un des sapins du jardin, avec une tempête, nous a donné une branche. Oh! C'était cadeau du ciel, j'ai adoré ce moment et cette synchronicité, voilà, donc je me rebranche aussi, enfin, je me connecte à ce que tu là où tu es et c'est tellement important. Hem, Bah, on avait acheté un faux sapin l'année dernière, mais on a fait, tomber la friteuse dessus. Me demande pas comment c'est possible. Donc notre faux sapin qui m'a coûté une blinde et plein d'huile de friteuse depuis 1 an. Ma fille n'a absolument jamais voulu le jeter. Sauf que va enlever de l'huile de friture sur un sapin en plastique, enfin, je veux dire et puis en plus, c'est un sapin en plastique. Alors je m'étais dit: «Bon, s'il nous dure 30 ans, s'il tient 30 ans, c'est pas grave. Voilà, on utilise du plastique, mais il va on le durer rentabilise, quoi. voilà, on le rentabilise, quoi et là, le truc, il est à jeter. Donc cette année, j'ai refusé et d'acheter un vrai sapin et de racheter un faux sapin en plastique. Je me suis dit: «On va se débrouiller», voilà. Magnifique. J'avoue que jamais si on m'avait dit, tu sais, dans tes émissions, tu vas parler de friteuse, de sapin, dans la même émission, j'aurais jamais je n'y croirais pas. Tu peux faire, ton enfin, c'est tout ça s'est passé dans la cave, un faux geste, hop, la friteuse tombe, il y en a partout, enfin, un enfer. Mais c'était un signe peut-être. Bah, c'est une confirmation, comme tu disais tout à l'heure, c'est que parfois les sorties de piste confirment des choses, essentielles. Ouais, voilà, bah, fallait plus faire de sapin. Après on a eu une autre idée, bah, je pense d'ailleurs que je vais partager à partir de demain, sur mon Insta Morissette Payette qui est mon Insta hors piste en fait. J'ai un Insta Émilie Brigand qui est mon vrai nom et où je partage des choses très professionnelles sur la voix, sur mes articles, sur les plantes et j'ai un Instagram qui s'appelle Morissette Payette qui est beaucoup plus, hors piste où j'ai beaucoup parlé de ma maladie et d'ailleurs, il y a une belle communauté qui s'est créée autour de ça. Parce qu'en parlant de ma maladie, j'ai parlé de la maladie, j'ai parlé à beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui les accompagnaient ou d'autres femmes accompagnantes et cetera
Et je pense que je vais partager des trucs sur, comment faire son sapin soi-même. Alors toujours avec un côté un peu décadent et punk, hein, parce que, je Faudrait pas faisais que ça des soit trop sérieux quand même. faudrait pas que ce soit trop sérieux, non. Non, surtout pas, les sapins de Noël, c'est pas sérieux. Mmh. Mais ouais, je me dis que je vais donner des idées aux gens qui se disent: «Non, c'est trop compliqué à faire». Franchement, on a mis, 20 minutes à faire ça. Mmh. Bon oui, on a été chercher les branches, mais bon, Comme les gens iraient chercher un sapin. exactement. Pas mal ça. Argument. Argument. Émilie, c'est quoi ta définition d'être hors piste? Bah, c'est ça, c'est d'être fantaisiste. Mmh. Je veux pas donner une définition trop profonde parce qu'en même temps, il y a chez moi et enfin, je me sens vraiment inscrite entre, un truc un peu profond, spirituel, un côté, j'ai dit un truc, mais c'est un côté, Mmh. chez moi, grave même et quelque chose, à l'antipode. C'est-à-dire, je suis aussi extrêmement légère, extrêmement, concrète, extrêmement fantaisiste, originale, donc moi, c'est ce que je décrivais, Mmh. je navigue entre, des extrêmes qui sont pas non plus, hyper extrêmes, mais je navigue entre des pôles un peu opposés et c'est ça peut-être ma définition du hors piste, c'est d'aller, où on sent qu'on a envie d'aller dans la mesure, du raisonnable. J'aime pas ce mot en plus raisonnable, mais je le dis parce que j'ai aussi connu des gens fous, vraiment fous, Mmh. fous alliés, tu tu connais Oui, cette expression? ouais. Et qui voilà, ont mis leur vie en jeu et qui en sont morts et je suis pas dans le culte de la grande folie, je suis dans le culte de la folie douce. Ouais, voilà, c'est ça le hors piste pour moi, c'est la folie douce. Mmh. Magnifique, magnifique. J'avais profondeur pétillante. C'est c'est ça quand je t'écoute et quand je t'entends, c'est vraiment qu'il Ah, c'est gentil. y a cette profondeur pétillante. Voilà, merci pour ça et c'est tellement inspirant justement et j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous inspirera encore d'écouter cet endroit, et ancré. On a commencé l'épisode avec ça, avec cet ancrage et en même temps cette légèreté, cette folie douce et bienvenue à votre folie douce à tous, à toutes pour Ouais, écouter voilà, cet soyons des endroit-là. fous doux. Mais doux, doux, doux. Surtout. Mmh. Merci pour ta douceur et ta folie douce, Émilie, c'est Attention, hein, des gens qui me connaissent, diront que je suis aussi quelqu'un de dur, j'ai vraiment je crois que j'ai beaucoup de paradoxes en moi et j'essaye de trouver un plutôt que de tout effacer, j'essaye de trouver un équilibre, quoi. est-ce que ce serait pas ça finalement? Ouais, ouais, de trouver aussi un équilibre entre le hors piste et la piste principale, tu vois? Exactement. C'est Parce que parfois on a besoin que moi, ça c'est vraiment surfer sur la vague, c'est pas se laisser emporter par la vague, c'est pas non plus, rester au bord, c'est surfer sur la vague, quoi. ça C'est, c'est trouver un équilibre dans le mouvement, trouver un équilibre dans le déséquilibre, et c'est chiant de dire ça en même temps. C'est tout moi, voilà, c'est je dis tout et son contraire. et beh, c'est aussi parce que il y a des contraires, enfin, c'est ça qui s'équilibre pour moi justement, c'est que si on reste sur un truc, tout tracé, ça va être chiant et si on est que en poudreuse à se niquer les genoux, bah, ça va être chiant aussi à un moment. C'est chiant aussi. Donc il y a besoin des 2 quoi. Il y a besoin aussi d'y aller tranquille à un moment, de se faire une bonne montagne russe et puis de se faire une plage, en mode crêpe. Bah, je pense que c'est les 2 qui font que c'est bon, quoi. Alors moi, le truc où j'ai le domaine où j'ai pas du tout trouvé cet équilibre, tu vois, c'est le domaine, affectif amoureux, quoi. Je je suis vraiment naze, c'est un truc, je, justement, je pense que j'en suis à un point où la vie de couple, telle qu'elle est décrite aujourd'hui au XXIe siècle en Occident, mais c'est pas forcément mieux ailleurs, hein. En tous les cas, elle me correspond pas, elle me rend pas heureuse, mais je sais pas ce qui me correspond. C'est-à-dire que là, c'est un gros chantier pour moi quand même. Et ça commence peut-être par là effectivement de enfin, c'est pas un conseil que je donne là maintenant, c'est juste une pensée, c'est qu'à un endroit où c'est plus notre piste en fait,
C'est de commencer par dire: «Bon, finalement, ça n'est pas ma piste, ça, quoi». Après, je sais pas où je vais, mais en tout cas, je sais que je veux pas aller là, quoi. Ouais, bah, tu vois, même ça, j'arrive pas à Ouais. c'est-à-dire que je me dis: «Ça, c'est pas fait pour moi» et puis en même temps, parfois, je me dis: «Oh, peut-être que si». Enfin, vraiment, là-dessus, je suis pas très douée. J'adorerais, tu vois, j'avais des grands-parents du côté maternel, hem, qui sont restés, je crois, 50 ans, même un peu plus puisqu'ils sont morts, ouais, je dirais presque 60 ans ensemble et qui étaient un exemple pour moi d'amour, de bienveillance. Tu sais, quand j'étais petite et que j'allais beaucoup chez mes grands-parents et ils allaient chez déjeuner, dîner chez les copains, les copines. Je voyais plein d'autres couples de grands-parents et je me disais: «Putain, ah, c'est dégueulasse» et je sentais qu'ils étaient ensemble parce qu'ils n'avaient pas eu le choix, qu'ils se faisaient chier, au bout de 50 ans, 60 ans, qu'ils se parlaient pas bien, qu'ils s'aimaient plus et mes grands-parents, ils étaient pas du tout comme ça. Mon grand-père, il allait chercher une rose à ma grand-mère tous les matins, il la Mmh. prenait sur ses genoux à 70 ans, enfin, un jour, ma grand-mère, elle m'a dit: «Tu sais, ma chérie, je me suis engueulée avec ton grand-père. Je lui ai dit: "Georges, tu me fais chier"». Je lui ai dit: «Ah ouais?» Et elle lui avait dit ça une fois dans sa vie et elle s'en remettait pas, quoi. Elle était vieille, en plus et mon grand-père, il n'avait jamais un mot plus haut que l'autre pour elle. Ils étaient d'une génération où les femmes faisaient quand même beaucoup de choses. Mon grand-père, je l'ai toujours vu faire la vaisselle, passer l'aspirateur, enfin et j'ai une image tellement idéalisée d'eux, mais pas qu'idéalisée parce qu'en plus, j'ai passé énormément de temps avec eux et je sais que, enfin, dans la réalité, ils s'entendaient vraiment super bien et je pense que la barre est tellement Mmh. haute Mmh. que, enfin, tu vois, il y a à la fois j'ai cet idéal et en même temps, comme, il me paraît totalement inatteignable, où je me dis: «C'était vraiment une exception, mes grands-parents». Bah, parfois, je cherche tout l'inverse. Mmh. Mais bon, voilà, je j'ai pas fini ma vie, C'est j'ai ça, il y a encore encore plein de choses à découvrir. Mais il y ouais, a encore quelques ouais. c'est un gros dossier pour moi, c'est pas les occasions qui manquent, j'ai quasiment toute ma vie été en couple, mais jamais bien et j'ai jamais été très bien. Je Il y a toujours eu un truc un peu dissonant. Hem, je sais pas. Peut-être parce que l'idéal est trop grand, mais peut-être aussi parce que ça me correspond pas. J'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, mais maintenant je me mets plus du tout la pression, hein. Je me dis, «Je teste des choses, on verra ce qui marche, ce qui marche pas». Ouais, bienvenue à ce qui est et d'être clair, en fait, avec, le fait de pas être clair, quelque part. Ouais, c'est ça. Alors là, je suis pas du tout claire, C'est déjà de la clarté, ça, d'être clair avec le fait de pas être clair. non, mais ouais, c'est ça, mais je me dis: il y a un gros boulot, bon, on verra». Je sais Mmh. pas, ça se trouve, je vais rester toute ma vie avec le même homme, ça se trouve, non, ça se trouve, j'en aurai 3, ça se trouve, ce sera je sais pas. Merci Émilie de ce moment, hors piste où, effectivement on a parlé de tellement de choses, de friteuses, de sapins, de bouquins, de maladies, d'hommes, de plein de La vie. choses et je te remercie pour cette richesse et cette, voilà, cette, douce folie et cette folie douce. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs, même si on n'est pas en radio, à nos youtubeurs, enfin je sais pas, en tout cas aux gens qui nous écoutent là maintenant, pour, écouter leur audace avant de se Oh! quitter? Ah ouais. J'aime bien cette phrase, écouter leur audace. Hem, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai pas écouté mon audace, j'ai eu des regrets, quoi. Mmh. Donc c'est pas que je me suis spécialement plantée, c'est juste que je me suis toujours dit: «Ouais, mais là, j'ai pas vraiment fait ce que j'avais envie de faire ou d'expérimenter». Parfois, j'ai eu raison, hein, de pas expérimenter parce que ça aurait été une catastrophe certainement. Mais c'est quand même, un sacré poison les regrets. C'est un truc que tu te trimbales comme ça, tu vois, qui te fait boiter, Mmh. qui te donne une allure, de chien boiteux, c'est pas terrible. Non, c'est pas Moi, terrible. je sais que
aujourd'hui, je préfère me planter plutôt que d'avoir des regrets, Ah, honnêtement. Donc, d'accord. après ça, c'est quelque chose de très particulier. Donc voilà, il y a des gens qui préfèrent, avoir des regrets plutôt que de vivre des échecs, par exemple, Mmh. qui ne veulent pas prendre ce risque-là et je le comprends aussi, je le respecte. Donc je suis assez mauvaise en donneuse de leçons finalement, Juste ton mais il y a expérience. C'est pas une leçon, c'est toi de du moi, je le chemin vis très derrière mal toi. quand je fais je vis très mal le fait de ne pas être courageuse, par exemple. Mmh. C'est un truc auquel je m'identifie, le courage, depuis longtemps, qui peut-être fait partie aussi de mes points d'ancrage. Mmh. Et pour moi, le courage, ça fait, comme je suis quelqu'un qui est pleine de peur, j'aime bien cette définition du courage qui est de faire avec la peur. Mmh. C'est ce que j'enseigne aussi, à mes élèves, à mes stagiaires, sur la voix, sur la timidité, sur le trac. C'est pas, on va lutter contre votre timidité et votre trac, c'est on va faire avec et Mmh. c'est un super moteur. Et ben, moi, voilà, je travaille depuis très longtemps à faire avec la peur et je suis contente quand j'ai réussi à faire avec la peur. Donc donc j'aime l'audace finalement, C'est ça, mais ça j'aime aussi des gens qui sont pas audacieux. Je comprends qu'on qu'on puisse ne pas avoir, ce courage-là ou donc c'est difficile pour moi de me positionner. Tu vois, tu me mets dans un truc inconfortable finalement parce et je me rends compte. J'arrive pas à dire, «Faites ci ou faites ça», tu vois, aux gens. et en même temps, J'ai envie de leur dire, «Foutez-vous la paix», déjà et Fabrice Midal est parmi nous. ouais, non, alors oui, je suis pas Fabrice Midal, mais non, mais c'est hyper important. Moi, je me fous pas la paix et c'est bien, ça me fait avancer sur plein de plans et en même temps, c'est très fatigant. Donc moi, je suis admirative des gens qui voilà, qui sont bien là où ils sont et qui ont pas forcément envie d'aller plus loin et qui se contentent de peu. Honnêtement, je suis admirative parce que je ne suis pas comme ça et que j'adorerais avoir un peu de cette sagesse-là. Un petit peu, pas trop non plus. Ah bah, sinon on se fait chier, un peu comme tout à l'heure, Voilà, quand on va sur la piste qui est toute glisse, la bleue là, la toute simple, à un moment mais il ça en faut certainement des tout gens à pour fait, aller sur cette piste-là, tu tout à vois? fait. Mais allons-y tous. C'est comme quand, j'entends parfois des choses qui me font friser les oreilles. Peut-être tu les as dites, j'en sais rien et peut-être je vais pas me faire un pote là, mais je m'en fous. Hem, Souvent j'entends les gens dire, tu vois toute cette mouvance de, «Il faut vraiment exploiter votre pouvoir, vous n'êtes pas à votre place, essayez de, enfin, de gagner toute votre puissance» et cetera. Mais en fait, à quel moment on va nous lâcher la grappe, tu vois? C'est-à-dire que moi, je dis pas aux gens: «Il faut absolument que vous travailliez votre voix, enfin sinon vous êtes vraiment une grosse merde en fait, si non! Tu peux très bien ne pas travailler ta voix et être très heureux dans ta vie. Mmh. Donc tu peux très bien être sur la piste principale et j'en sais rien et faire le même boulot toute ta vie mais il y a pas de problème quoi, en fait, si tu es bien, tu vois? Donc moi, ce que je recherche avant tout et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre «Bien dans ta voix», c'est être bien. Il y a des gens, ils sont bien, j'en sais rien, peut-être, je dis un truc comme ça parce que je l'ai fait et que j'étais vraiment mal, mais il y a des gens, ça leur va d'être, caissière, au Monoprix, il y a des femmes, ça leur va et et je les remercie, en fait, parce que moi, j'ai fait des petits boulots comme ça, j'étais très malheureuse. Mais il en faut qui acceptent ça, en réalité et Mmh. et moi, je juge pas du tout les gens qui font des trucs que moi je trouve ennuyeux ou qui n'ont Qui pas n'ont pas l'audace d'eux ou de tu vois? Enfin, je sais en pas fait si c'est très ouais, clair, si, hein, mais mais je suis toujours dérangée, si tu veux, d'entendre, enfin, par cette mode un peu qu'il y a dans le développement personnel il faut toujours devenir super puissant, quoi. mmh mh.
mais on s'en balèque d'être super puissant. Ouais. Si tu es bien et que tu es pas super puissant, mais que tu es bien, et ben super. Ouais, c'est de la superpuissance et c'est là où, en fait, il y a un truc pour moi à nettoyer sur l'audace qui dit que l'audace, ça doit être faire des trucs absolument Oui, monstrueux, énormissimes, alors qu'être audacieux aujourd'hui, ça peut être aussi, comme tu viens de dire, marcher avec la peur, aller avec sa peur, et heu et et faire des choses et se simples. lâcher la grappe. Justement, c'est aujourd'hui dans un monde où c'est poussé, 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 de s'autoriser à faire du rien. Moi, j'appelle ça faire du rien, c'est pas rien faire et justement pour, retourner chez soi et d'être, d'accord, d'avoir des failles, des non-envies, des envies d'envoyer tout péter et cetera et cetera. Non, et puis aussi cette, association de l'audace à forcément la fortune, la réussite, la richesse. C'est pareil, c'est un truc qui me pompe l'air honnêtement. Mmh. Déjà parce que je ne considère pas que la richesse, financière soit, la condition sine qua non au bonheur. Elle facilite dans un monde occidental, dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, l'argent facilite évidemment le bonheur et je ne peux pas dire le contraire et on le sait justement quand on en manque. Souvent on dit les gens qui vous disent, «L'argent c'est on s'en fout», c'est souvent les gens qui en ont parce que les gens qui n'ont pas d'argent ne diront jamais: «Non mais l'argent, c'est pas important». Quand on en manque vraiment, on trouve ça important. Donc je dis pas du tout que c'est pas important, mais baser la réussite sur l'argent, le fait d'être connu, le fait d'être puissant, honnêtement, pour moi, c'est pas ça la réussite de la vie. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je vise et j'espère que c'est pas ce que mes enfants viseront. Pour moi, la réussite, c'est, être bien là où on est, au moment où on y est et Mmh. accueillir, ce qui se passe, avec le plus de souplesse possible, tout en traçant son chemin. C'est-à-dire, trouver un équilibre entre, accueillir ce qui nous arrive, ce qu'on ne peut pas maîtriser et puis faire ce qu'on peut faire, nous. Faire sa part et puis laisser la vie faire l'autre. Après si on a décidé de je sais pas moi, j'en sais rien, j'arrive même pas à trouver d'exemple de métier ou de parce que pour moi tout est bien en fait. C'est ça. À C'est en fait part à part là où on nous esclavagise et bien évidemment, ouais, ce que ça me là, ce mais que il y a pas de j'entends, sous-métier, il y a pas ça. de sous comment dire? De sous-catégories socio-professionnelles, il y a pas de En fait, pour moi, c'est bien quoi. dans ce que tu dis, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a être audacieux, c'est vraiment quelque chose de personnel et peut-être que de pousser la porte, pour, faire un soi-disant petit boulot, mais d'aller chercher, de le faire avec cœur, c'est déjà de l'audace Bah, bien sûr. et être un top manager et devenir, je sais pas, un CEO de je ne sais quelle grosse boîte, ça peut être aussi ça demande peut-être la même audace, mais juste pas au même endroit. Mais pas au même Et endroit et puis peut-être que les gens partent pas du même endroit non plus donc heu, et on revient au terreau de base. La boucle qui se boucle, c'est qu'on revient à notre terreau de base. On a commencé avec ça, de d'où on part, d'où on vient et c'est aussi nos ingrédients de début qui vont faire en sorte que, bah, ça va être facile, difficile, plaisant ou pas de faire ce pas supplémentaire, en tout cas ce pas qui nous emmène dans cet endroit bah, de qui nous sommes, comme on en parle depuis tout à l'heure bah, et ouais et puis moi je t'avoue que la maladie, elle m'a fait vachement, aussi relativiser ça. C'est-à-dire que j'arrivais quand même à un certain moment à être heureuse une journée parce que j'avais pas vomi ou parce que, et là ça vous remet bien les choses en place quoi. Tu te dis, il y a des gens qui, passent une mauvaise journée parce qu'aujourd'hui ils ont pas fait leurs chiffres ou parce que ceci et puis, il y a toi qui te réjouis juste de pas avoir, vomi aujourd'hui ou, d'avoir vu un poil qui repousse, sur tes sourcils. Je veux dire parfois on peut vraiment aussi se réjouir de toutes petites avancées, de tout petits pas vers le mieux, que ce soit dans la maladie, dans la vie affective, dans la vie professionnelle et là encore une fois, ça dépend de là où on part d'où tu effectivement. vas. Quand tu as tout perdu parce que dans les traitements de chimiothérapie, il y a ce dénuement
quelque chose d'assez fou à vivre. Tu perds tes cheveux, tu perds tes cils, tu perds tes poils, tu perds tes sourcils, tu perds, du poids, tu perds, tes couleurs, tu perds enfin et dans ce dénuement-là, on se rend compte que, finalement, on devient attentif à Mmh. des tout petits détails qui deviennent des grandes bonnes nouvelles et tu t'y accroches. Des tout petits détails qui pourraient être, insignifiants pour les autres, voire même des mauvaises nouvelles dans d'autres conditions, tu vois? Mmh. Mais pour toi, ça devient des bonnes nouvelles et ça, je crois que ça m'a fondamentalement changée à ce niveau-là. C'est-à-dire que, pour moi, même un tout petit pas en avant, c'est énorme. Pour moi, dans ma vie, mais dans ma manière de regarder les autres aussi, si tu veux. Il y a pas de il y a pas de enfin, il y a pas de grandes avancées, quoi. Il y a que des petits pas qui qui s'accumulent et qui, je sais pas pourquoi je disais ça. Mmh. Mais mais c'est ce que m'inspirait ce qu'on disait et ce que tu disais aussi sur l'audace, tu vois? Pour moi, l'audace, ça peut être dans des toutes petites choses Mmh. et et puis parfois on n'a pas d'audace et c'est pas grave. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut foutre? Franchement, moi quand j'étais malade et que je me disais: «Je vais peut-être mourir», tu vois? Parce que oui, à un moment donné, je me suis dit: «Je vais peut-être mourir». Je vais pas te dire: «Non mais moi j'ai toujours cru que j'allais m'en sortir, je savais que j'avais une bonne étoile». Non, non, il y a un moment donné, je me suis dit: «J'ai pas de bonne étoile, là je vais crever», tu vois? Heu, il y a des moments, j'ai perdu confiance en la vie. Tout simplement parce que je me suis dit: «Mais pourquoi moi je ne mourrais pas?» Je veux dire, il y a des gens qui meurent tous les jours, donc peut-être que c'est mon heure à moi, qui sait? Je veux dire, je suis pas tu vois? Je suis pas, mieux ou moins bien que les autres, ça peut être mon heure et et à partir du moment où j'ai réalisé que ça pouvait être mon heure et que même si c'était mon heure, c'était pas très grave parce que l'humanité allait s'en remettre, que je disparaisse. Mais mes enfants s'en seront certainement moins bien remis que l'humanité, mais ou ma mère ou mais finalement, sur le nombre de milliards, d'habitants qu'il y a sur terre, tu vois, c'est pas à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais quand même un putain de tout petit grain de sable, ouais, on va dire une toute petite paillette Ah! sur cette, planète, Mmh. heu, je sais pas, ça m'a permis aussi d'être, le fait de voir les choses plus petites, en Mmh. plus petit, bizarrement m'ont permis d'avoir l'impression que je faisais de plus grands pas. Yes. C'est-à-dire que quand tu relativises, bah, après tu te dis: «Bon, bah, je suis sortie de cette maladie en me disant: «J'ai plus peur de grand chose», tu vois? Donc j'y vais, ça marche pas, je m'en fous, en fait. Mmh. Je m'en fous et l'univers s'en fout. Enfin et si je fais des grands pas pour l'humanité, ben, tant mieux, l'univers sera content. Mais je veux dire, si j'en fais pas, c'est pas très grave. Mmh. Donc Merci. je suis bavarde, hein. Non, j'ai juste envie de dire merci à ça parce que, cette dimension de dire qu'au moment où j'ai conscience que je suis petit, c'est là où Prends je toute goûte ma la le grandiose que je suis. ouais, Waouh, merci pour ça, quoi. bah, de Merci rien. beaucoup et effectivement, tu es bavarde, mais c'est délicieux Ah, bah, merci. parce qu'on a explosé le compteur, mais peu C'est importe. vrai, ça fait combien de temps qu'on Je parle? sais pas. Ah, 1h05! Mon Dieu! Voilà, on a explosé le compteur, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc ouais, ce que je voulais dire à tes On nos a aud fait un vrai hors-piste là pour le coup. ce que je voulais dire aux auditeurs du coup, bah, c'est que j'ai rien à leur dire. C'est qu'ils trouvent, leur hors piste et que, ils profitent, bêtement et simplement de chaque, petit pas en avant tous les jours et Mmh. puis les jours où il y a pas de pas en avant, bah, c'est pas grave parce que le lendemain, il y en aura peut-être 3 ou pas et que Mmh. dans tout, il peut y avoir, un peu de plaisir, un peu de fantaisie, un peu une petite paillette qui brille, C'est clair. quelque part et puis il suffit d'essayer
de le percevoir et Avoir l'audace de le voir, en fait. ouais, c'est ça. C'est déjà un pas audacieux de voir de voir une pépite dans une journée de merde, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Ça me paraît important. Mmh. Parfois, j'y arrive pas, hein, je te Bon, je te rassure, hein. parfois parfois quand Parfois, la journée je vois qu'une grosse bouse, je cherche la pépite et je me dis: «Ah putain, aujourd'hui, bon, bah, il est pas bien aujourd'hui. caché quand même. Ah bah, ça ira mieux demain». Voilà, pas aujourd'hui. Merci infiniment, Émilie, d'avoir été dans Hors Bah, de Piste. rien, de rien. C'était un plaisir et tous écoutez votre audace, soyez vous-même, dans les grandes choses comme dans les petites, parce qu'il y a pas de petites choses, il y a pas de grandes choses, il y a les choses d'ici et maintenant Voilà, c'est ça. Il et y a pas de petites choses, il y a pas de grandes choses. exactement. Merci D'accord encore et à bientôt. et bon sapin! Oui, bon sapin! Il y a plein de façons de faire des sapins. Bon sapin 2.0, enfin, allez-y. Ouais, c'est ça. Ciao, merci Thomas. À Ciao, bientôt. à bientôt. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Tous chous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.